Que traduit selon vous cette grâce présidentielle? Un dénouement heureux ou bien? Pour eux, c'est certainement dans le temps de Ouattara que cette phrase aura du sens. Pour nous, qui avons la souveraineté du Mali, pas forcément heureux, peut-être pragmatique. Peut-être pragmatique, mais il faut reconnaître que là-dessus, le président Assimi Goïta a joué la carte de la légalité. La légalité parce que le président Assimi Goïta, en tant que chef de l'État du Mali, jouit d'un ensemble de privilèges constitutionnels, ou du moins statutaires, qui lui confèrent ce droit de grâce sur des prisonniers qui ont été condamnés par les instances judiciaires. Le président Assimi Goïta a fait valoir cela. Mais bien avant, le président Assimi Goïta ne s'est pas comporté comme un vulgaire chef d'État de république bananière. Il n'a pas interrompu une procédure judiciaire qui était en cours. Il a plutôt accompagné cette procédure judiciaire. Il a laissé qu'elle se tienne dans de bonnes conditions. Il a même été un des artisans de ce combat. Et à la fin, on a le résultat qui a été prononcé. C'était la sentence de 20 ans et 2 millions de francs CFA, ainsi que la confiscation de toutes les armes de ces mercenaires qui sont arrivés sur le territoire malien. Le président Assimi Goïta a donc garanti l'état de droit. À ce niveau, c'est indiscutable. Tous les panafricanistes, tous les Africains, soucieux du principe de souveraineté, sont rassurés que le président Assimi Goïta a été un garant de la souveraineté du Mali, a été un promoteur de cette souveraineté, de l'idée souverainiste même sur le continent africain. Seulement, quand on regarde l'historique des protagonistes en face, parce qu'en face, on n'a pas simplement ces mercenaires, ce n'est que l'élément avancé. Derrière, on a le président Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, c'est un habitué des situations où il ne respecte aucun accord. Aucun accord. Monsieur Ouattara, qui était le principal turiféraire, le président de la rébellion MPCI, mon frère Okosisi Baba Nicolo peut le confirmer ou le démentir. Monsieur Ouattara, qui était le président de MPCI, le vrai président de la rébellion, parce que Guillaume Soro n'était que le secrétaire général, et quand il y a un secrétaire général, il cache bien quelque chose. Monsieur Ouattara a eu les accords de l'INAS Marcoussi, où on a obligé le président Gbagbo à venir discuter avec des rebelles. Le président Gbagbo a fait des concessions, on a vu ce qu'il en est. Il a eu les accords de Lomé 1, Lomé 2. On a vu ce qu'il en est. On a eu les élections. Il a perdu les élections, on a vu ce qu'il en est. C'est un homme qui évolue de forfaiture en forfaiture. À aucun moment, il n'évolue dans les conditions légales et encore moins légitimes qui président à son ascension. Pour devenir même premier ministre de la Côte d'Ivoire, revenons à l'événement. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire dans les années 90? On a des manifestations sur la base de ce que le président Houphouët-Boigny, qui avait été un djinlab, a commencé à manifester un désamour vis-à-vis des termes des échanges qui se détérioraient. Il a commencé à se faire le chantre de la renégociation du prix des matières premières, notamment le cacao. Et c'est quand il décide de commencer à tenir ce discours qu'on lui impose un premier ministre
qui était directeur adjoint du FMI. Allez voir si cette nomination était simplement le fait de la volonté politique d'Houphouët-Boigny. Nous mobilisons cet événement pour que même les Ivoiriens se souviennent. Ouattara n'a jamais rien obtenu à la régulière. Jamais. Tout ce qu'il obtient, c'est de forfaiture en forfaiture. C'est donc un champion des combines. Un champion des forfaitures. C'est un homme qui ne croit en qu'un accord. D'ailleurs, le premier ministre du pays dont il se réclame le plus grand citoyen sur le continent africain, la jeune française, la France, c'est son premier ministre qui nous apprenait que les accords n'engagent que ceux qui y croient. Madame Capen, ce n'est pas une phrase de Jonathan Batten, donc on ne peut pas m'accuser d'être complotiste, de vouloir justifier mes propos avec des mots aussi malhonnêtes. C'est un premier ministre français qui a dit « Les accords n'engagent que ceux qui y croient ». C'est le moment pour nous de revenir à cet accord, le fameux accord avec les autorités maliennes. Signer un accord avec Ouattara n'a aucune valeur. Je suis désolé de le dire comme ça. Signer un accord avec Ouattara n'a aucune valeur. Lui, il n'y croit pas. Vous, vous y croyez. C'est votre problème. Gbagbo a fait les frais de cette affaire. Il ne croit pas aux accords. Ce en quoi il croit, c'est ces petits calculs en dessous de la culotte. Comment il va vous doubler? Comment il va vous mettre dans des problèmes? Comment il va vous avaler dans sa conception de l'ascension? Comment il va créer des manigances, des calculs avec ses amis d'Occident? C'est dans ça qu'il est empêtré. Les Maliens, le président Assimi Goïta a été légaliste. Je regrette, ça a été aussi l'erreur de Gbagbo. Le président Laurent Koudou-Gbagbo, qui est notre mentor, le président Laurent Koudou-Gbagbo a commis une erreur. C'est d'avoir voulu jouer la carte du légaliste avec un malhonnête. Au Cameroun, il y a une phrase qui dit que c'est une sagesse. On ne peut vous voir dans le noir que si la personne aussi est dans le noir. Et c'est vrai, si la personne est dans l'obscurité, c'est là où il vous voit passer dans l'obscurité. S'il est dans la lumière, il ne voit pas ceux qui sont dans l'obscurité. Il ne peut pas les distinguer. Celui qui est dans l'obscurité voit ceux qui sont dans l'obscurité. Comment Assimi Goïta peut comprendre la logique de Ouattara? Assimi Goïta est dans la lumière. Ouattara est dans l'obscurité. C'est deux mondes diamétralement opposés. La décision d'avoir donné une grâce, accordé une grâce à ces mercenaires, qui ne sont même pas pour la plupart ivoiriens, ils sont français, il faut le répéter. Notre sœur Edith Picheri va aller en prison pour ça. Nous demandons toujours sa libération inconditionnelle et sans délai. Celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire est un dictateur despote sanguinaire. Quand je dis sanguinaire, il y en a qui croient que j'exagère. Mon frère Okos ici peut le confirmer. Le MPCI, le Mpigo, les crimes rituels à l'ouest et au nord de la Côte d'Ivoire. On a égorgé des gens. Leur sang a coulé dans des bassines et les combattants ont bu le sang. Qui a financé cette rébellion? Qui a orchestré cette rébellion? C'est Ouattara. Une rébellion où on buvait du sang, on appelle ces gens quoi? C'est des sanguinaires. Pour l'élection, il a marché sur 3000 individus au pont d'Abobo. 3000 citoyens ivoiriens. Les Okos ici, mon frère, ils ont fui. S'ils ne fuyaient pas, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas avec lui. C'est un homme qui est habitué au sang. Madame Capen, comment vous imaginez qu'on peut faire confiance à un homme qui a été, il n'est pas économiste, allez chercher les livres de Ouattara, hein. En économie, il n'y en a pas.
Il n'y a pas de terrible, il n'y a pas une théorie qui s'appelle la théorie de Ouattara-Alassane. Ça n'existe pas. Bon, il a un diplôme en économie, c'est quelque chose. Mais, pourquoi il s'auto-proclame grand économiste? Vous savez, dans une bande de mercenaires, de criminels, il y a généralement un individu très courageux. C'est lui qui prend les devants quand il faut poser les mauvaises actions. Et généralement, cet individu finit par prendre le leadership dans la bande. C'est la psychologie des gens comme Ouattara. Parmi les chefs, parmi les larbins qui étaient sur le continent africain, quand il fallait travailler à la dévaluation du franc CFA, on appelle les économies nigériens, ils disent « Ah, ça c'est compliqué ». On appelle les Sénégalais « Ah, ça c'est compliqué ». On appelle... Ce n'était pas Ouattara qui était le premier choix. Hein. Mais Ouattara a dit « Laissez cette affaire, donnez-la moi. Je vais m'en occuper ». Il prend les sales besognes. Voilà son raisonnement. Il dit « Donnez-la moi ». C'est sur la base de ça qu'il a eu la notoriété et la respectabilité qu'il a aujourd'hui au sein des cercles mafieux de l'Occident. Parce qu'on sait que là où les autres hésitent, lui, il s'engagera. Avec une telle personne, vous pensez que c'est le même profil auquel a habitué le président Assimi Goïta? Non. Il connaît bien le monde de la forfaiture. Monsieur Ouattara qui a pris des mercenaires, 50 mercenaires, met dans 2 avions. C'est-à-dire il met un avion à leur disposition pour leur transport, un autre avion avec leurs armes pour aller commettre un forfait à Bamako. Vous croyez que si vous n'êtes pas dans la psychologie du criminel, vous pouvez réagir de la sorte? C'est impossible. C'est avec lui qu'on signe un accord. Cet accord-là, il faut bien se tenir. Il faudra que le peuple malien se tienne très bien. Quand on signe des accords avec ce genre de personnes, il ne faut même pas croire à ces accords. Le gouvernement malien doit faire abstraction de ces accords. Si la décision, c'est que par humanisme, on laisse ces mercenaires entrer en Côte d'Ivoire parce que peut-être leur alimentation, vous voyez qu'ils avaient très bonne mine. Quand on allait quand la délégation ministérielle allait les rencontrer, ça veut dire que c'est un coût pour le contribuable malien. Si c'est pour ces raisons, nous pouvons comprendre leur libération. Mais si c'est pour croire à un accord avec Ouattara, tout ce que Ouattara fait est pipé. Il ne faut pas y croire. Le gouvernement malien n'a aucune garantie de fiabilité vis-à-vis de Ouattara. D'ailleurs, dans sa carrière politique, dans son ascension politique, il n'y a aucun élément qui plaît dans sa faveur. L'accord dit avec la Côte d'Ivoire n'est pas un accord avec l'État de la Côte d'Ivoire. C'est un plan ficelé par Ouattara et ses commanditaires qui sont en Occident pour mettre le gouvernement malien dans une entourloupe. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Le gouvernement malien doit garder les yeux grands ouverts, doit rester vigilant. Ces mercenaires qui risquent de quitter le territoire malien, ces mercenaires restent une menace. Le gouvernement de Côte d'Ivoire actuel, c'est-à-dire le gouvernement de M. Ouattara, reste une menace pour le Mali. Peu importe le niveau de concession auquel ils parviennent. S'ils parviennent à satisfaire l'entièreté des concessions, c'est tant mieux. Mais vaut mieux ne pas y croire. Ouattara n'est pas un homme fiable. Il n'est pas un homme fiable. Les autorités maliennes ont agi dans leur bon droit du point de vue de la protection de la souveraineté de leur pays, ont agi de leur bon droit dans le cadre du panafricanisme en reconnaissant que des frères africains détenus sur leur territoire
parce qu'instrumentalisés par l'Occident et un larbin dans un pays voisin, ne méritaient pas le sort qui était le leur actuellement. Ils ont décidé de leur accorder la grâce. Et comme on dit, c'est un acte de grâce. Depuis hier, je répète, pour ma part, Assimi Goïta est un grand homme. C'est un modèle. Quand un modèle prend une décision, ça veut dire qu'il a mûrement réfléchi les contours de la dite décision. Mais s'il fallait analyser, c'est les éléments qui ont été mobilisés. Ouattara n'est pas digne de confiance. Ouattara a été dans les complots internationaux pour se hisser à la primature de Côte d'Ivoire. Ils ont mis la pression sur le vieux au fouet. Il a cédé, il a nommé Premier ministre. Et quand il est arrivé, il faut voir les mesures qu'il a prises. C'est exactement les mesures que prescrivent les institutions de Bretton Woods pour soi-disant redresser l'économie ivoirienne. Ce qui était un scénario déjà arrangé avec ces institutions. Il faut voir comment il est arrivé à la présidence de Côte d'Ivoire. C'était toujours des entourloupes avec ceux qui étaient en face de lui. Ouattara a fait du gouvernement du Mali son adversaire, son ennemi. Nous ne pouvons pas l'envisager comme un partenaire pour le Mali. Nous ne pouvons pas l'envisager comme un partenaire pour les panafricanistes. Ouattara, pour l'instant, c'est le pion le plus avancé de la France-Afrique sur le territoire africain. C'est le larbin par excellence. Et en tant que tel, il est à plat ventre devant les intérêts de l'Occident. Le Mali doit rester vigilant. Cet acte de grâce présidentielle est un exemple de ce que la justice peut faire son travail jusqu'au bout. Le droit peut être dit selon les termes de la constitution du Mali. Et les autorités maliennes restent tout à fait en train de défendre l'état de droit en Afrique. L'état malien a fait la promotion de l'état de droit, mais l'état malien ne devrait pas rentrer dans la thèse contractualiste en disant nous respectons notre part de contrat, parce que Ouattara ne respectera pas sa part de contrat. Afrique Média, le monde, c'est nous.